Puis, une autre forme de crédit important, c'est le prêt bancaire. Et dans ce qui suit, je vais essentiellement raisonner à partir de cet exemple-là, bien qu'on puisse généraliser. Et un autre exemple, une autre forme encore, ce serait une garantie de crédit. Donc là, il y a une mise à disposition potentielle. Une banque, par exemple, se porte garantie pour une entreprise. Elle dit, si jamais il y a nécessité d'un financement, nous, on va octroyer un crédit à telle entreprise. Mais ceci présuppose de sa part, évidemment, que déjà maintenant, elle fasse donc des provisions pour ce cas. Bon, deuxième point, le rapport entre crédit et croissance. Ici, nous trouvons dans la littérature 3 grandes thèses qui s'excluent mutuellement. Le crédit a été interprété comme un jeu à somme nulle, comme un jeu à somme positive et comme un jeu à somme négative. D'accord. Donc on va parcourir ces 3 cas. Premier cas, le crédit a un jeu à somme nulle. Telle était la conception, grosso modo, des économistes classiques. Et notamment, nous trouvons cette conception chez Adam Smith, et aussi, dans une moindre mesure, chez Jean-Baptiste Say et David Ricardo, Malthus. C'est pour cette raison que les économistes classiques ne se sont pas intéressés beaucoup à la monnaie et à la finance. Donc un crédit, selon eux, c'est donc la mise à disposition, donc si nous suivons la définition que je vous ai proposée, mise à disposition d'un bien économique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Avant, donc il y a propriétaire de cette ressource, de ce bien économique, qui le prête à quelqu'un d'autre. Donc ce n'est plus lui qui l'utilise, mais c'est d'autres personnes. Sur le plan global de l'économie, ça revient à la même chose. Donc le crédit ne crée pas de ressources, le crédit change l'affectation des ressources. C'est déjà, je crois que c'est quand même, c'est tout le charme de ces conceptions qui est exagérée, comme nous allons voir, mais qui quand même, sur ce point-là, est sur le point, complètement correct. Le crédit en tant que tel ne crée pas de ressources. C'est justement un point qu'on vient de répéter aujourd'hui incessamment face à nos gouvernements. Ce n'est pas en vous endettant davantage que vous enrichissez l'économie. Vous créez davantage de droits pour certains, parce que vous vous endettez, d'autres sont vos créanciers, vous leur payez des rémunérations, donc vous créez des rémunérations pour ces gens-là. Mais le crédit en tant que tel ne crée pas de ressources. C'est un transfert de ressources. Donc, puisque pour les économistes classiques, les véritables causes de la création de richesse sont des causes réelles, donc accumulation du capital, division du travail, progrès technologique, ils ne se sont pas intéressés au crédit. Le crédit, c'était juste, ça changeait l'affectation des ressources, mais sur le plan global, ça revient à la même chose. Donc, ils ont laissé de côté tout ce qui touchait à la monnaie, et tout ce qui touchait au crédit. La deuxième conception, selon cette deuxième conception, donc le crédit est un jeu à somme positive. Ici, si nous regardons la littérature aujourd'hui, nous trouvons donc ce qu'on pourrait appeler une théorie conventionnelle qui veut qu'il y a un rapport positif entre les crédits et la croissance pour 4 grandes raisons. Premièrement, le crédit permet d'allouer, c'est-à-dire d'affecter des ressources à ceux qui sont capables de les utiliser mieux que leurs propriétaires. Et ceci est un point tout à fait plausible. On s'imagine, voilà, il y a des gens qui ont des avantages comparatifs dans l'épargne. Ce sont des gens qui n'ont pas de difficulté à mener une vie frugale, épargner beaucoup, ils ne prennent pas de douche, mangent juste des casse-croûtes, etc. Donc ils amassent, jusqu'à ce qu'ils soient licenciés parce qu'ils puent. Et par contre, ils ne sont pas très imaginatifs. Ils sont peut-être des employés, ils n'ont pas l'habitude de prendre l'initiative, d'affecter des tâches à tel et tel collaborateur, etc. Il y en a d'autres qui ont justement ces qualités-là, mais qui, eux, peut-être manquent justement de capital, parce qu'eux, ils dépensent tout,
etc. Ils vivent une vie flamboyante, etc. Mais ils sont les bons entrepreneurs. Donc, ces deux-là sont faits pour la division du travail financière, pour ainsi dire. Hein, il y a la coopération entre l'épargnant inimaginatif et l'entrepreneur dépensier. Voilà, dans ses propres affaires. Donc, dans ce cas-là, effectivement, le crédit peut jouer ce rôle-là et peut favoriser la croissance. Parce que sans le crédit, les ressources disponibles ne seraient pas utilisées aussi efficacement. La deuxième raison qui est citée dans la théorie conventionnelle, c'est que les prix des titres financiers jouent un rôle d'information. Ils facilitent donc l'affectation des capitaux là où le capital est le mieux rémunéré, c'est-à-dire le plus nécessaire dans l'économie. Hein, donc ceci nous renvoie à toute la discussion sur le rôle informationnel des prix. C'est une théorie qui est largement acceptée par les Autrichiens, aussi partagée par les auteurs du mainstream. Il y a des nuances importantes à apporter, mais on va laisser ça de côté. Donc, par leur rôle informationnel, les prix des titres financiers, donc entre autres les prix des titres de dette, peuvent faciliter l'affectation, une meilleure utilisation des capitaux. Troisièmement, le crédit, je demande encore sous forme de titres de dette, facilite une gestion des risques qui serait plus difficile à arranger sans crédit. Donc, grâce au crédit, quelqu'un peut se constituer un portefeuille financier. Et dans ce portefeuille, certains investissements se neutralisent. À l'école, c'est toujours, imaginez, vous avez un investissement dans une firme qui crée des maillots de bain, dans une autre entreprise qui crée des parapluies. Hein? Donc, en ayant des titres financiers de deux entreprises, notamment des titres de dette, compenser une partie du risque. Hein, lorsqu'il pleut, voilà, les parapluies vont se vendre bien, par contre les maillots, sauf pour les Anglais, ils vont toujours acheter, pour remplacer en vente. La quatrième raison, c'est que les portefeuilles financiers facilitent la réorganisation industrielle. C'est encore par la vente et l'achat des prix. Bon. Ah, ces mots d'une importance cruciale ont été perdus pour l'éternité. Voilà. Ah oui, Attends. Il faut peut-être faire un nœud ou quelque chose comme ça. Hein. Voilà, on va redémarrer. Je commence au début ? Hein, donc l'idée est la même, j'ai un portefeuille, et simplement, donc il ne faut pas que je devienne opérationnel dans la gestion opérationnelle d'une entreprise. Je peux simplement modifier mon portefeuille ou prendre les majorités des actions d'une entreprise et j'obtiens donc un contrôle sur telle entreprise. Je suis donc en position de réorganiser ses activités industrielles. Hein, donc ceci facilite donc la spécialisation dans la prise de décision, etc. Pour cette raison aussi, les titres financiers en général et les titres de dette en particulier sont utiles d'un point de vue macroéconomique. Donc tous ces raisonnements, comme je vous ai déjà dit, sont parfaitement intelligibles et plausibles. Ce qui manque, c'est une mise en perspective par rapport au système économique dans son ensemble. Donc nous devons apporter un bémol autrichien. Le bémol autrichien consiste à dire, oui, tous ces facteurs font que l'investissement par crédit peut être efficace, mais ça ne veut pas dire que nécessairement il est économique. Parce que pour déterminer est-ce qu'il est économique ou non, je dois le comparer à d'autres affectations possibles de mon épargne. D'accord ? Quelles sont les autres affectations alternatives ? Soit je peux investir dans ma propre entreprise, donc je n'octroie pas de crédit.
soit je peux consommer mon épargne, soit je peux la thésauriser. Ce qui me procure certains avantages, la liquidité notamment. Donc c'est uniquement lorsque les avantages qui résultent de l'octroi du crédit sont supérieurs subjectivement par rapport aux avantages auxquels je renonce, en renonçant à ces autres affectations de mon épargne, uniquement à ce moment-là, le crédit est utile d'un point de vue global. Voilà, et c'est ce bémol-là qui est donc négligé par la théorie néoclassique conventionnelle. Donc pour résumer ce point, donc, le crédit, l'octroi du crédit est un jeu à somme positive. D'un point de vue autrichien, on devrait dire, voilà, le crédit joue ce rôle sous deux conditions principales. Donc, ces deux conditions résument donc toutes les considérations évoquées par la théorie conventionnelle. D'un côté, le crédit peut augmenter le volume global de l'épargne ex ante. Si j'imagine une économie où, par exemple, le crédit est interdit, l'État dit, voilà, plus de crédit, etc., même pas pour moi-même. Hein, donc forcément, le choix des affectations de l'épargne sont plus limités. Donc à un moment donné, pour certains, pas pour tous, mais pour certains participants au marché, pour certains citoyens, à ce moment-là, ils ne vont pas épargner, mais ils vont plutôt se décider à dépenser leur argent à la consommation. Maintenant, en autorisant le crédit, je crée donc davantage de possibilités. Donc il y a maintenant, auparavant, j'aurais juste pu investir sous forme de fonds propres, qui est relativement risqué. Maintenant, en pouvant donc opter pour le crédit, j'ai une autre combinaison entre risque et rendement qui va peut-être m'inciter à effectivement épargner plutôt que de consommer et donc faciliter l'investissement dans l'économie. Donc première raison. Donc là, le crédit facilite ou tend à augmenter le niveau de l'épargne ex ante. Deuxièmement, dans la mesure où le crédit, pour les raisons évoquées par la théorie conventionnelle, a un impact positif sur l'utilisation des ressources existantes, des ressources réelles, donc il va créer davantage de revenus. Puisqu'il y a davantage de revenus, il va y avoir une tendance à avoir une épargne également plus élevée à l'avenir. Donc de cette manière, le crédit peut favoriser la croissance et ce processus de favorisation passe donc par une augmentation de l'épargne. Nous passons donc à la troisième conception du rapport possible entre crédit et croissance qui conçoit ce rapport comme un jeu à somme négative. Et comme je vous l'ai déjà indiqué, cette conception a été formalisée par la Currency School au XIXe siècle et par Ludwig von Mises au début du XXe siècle dans sa théorie de la monnaie et des moyens de circulation, publiée en 1912, donc il y a exactement un siècle. Cette année, nous fêtons le centenaire. Et Mises, comme ses prédécesseurs de la Currency School, évoque cette distinction que j'ai déjà mentionnée entre crédit marchandise d'un côté et crédit fiduciaire d'un autre côté. Et le crédit fiduciaire est nuisible et il tend à gaspiller des ressources, donc il tend à nuire à la croissance précisément parce qu'il entraîne des crises économiques. C'est donc le sujet qui a été abordé tout à l'heure par le professeur Jiménez Roche et sur lequel nous aurons d'autres interventions, je crois, demain matin.